7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle d'éducation comme chaque semaine et aujourd'hui, comment dialoguer avec ses enfants adolescents. Pour certains parents, depuis le confinement et les tracasseries de la pandémie, il y a comme de la friture sur la ligne entre vous et vos adolescents de 13 à 18 ans qui n'en font qu'à leur tête. Ils vivent certes une période pas facile. Alors si vous souhaitez rester proche de vos enfants, il faut savoir communiquer, éviter les phrases et les mots qui les braquent, connaître les codes qui débloquent les conversations. Nous allons en discuter avec nos invités, Angélique Motte et Claire Rambaud. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes toutes deux professeurs de français en collège et lycée depuis plus de 15 ans et vous publiez Recettes presque imparables pour dialoguer avec son ado chez Flammarion. Des recettes donc éprouvées d'abord en salle de classe, j'imagine, non, Angélique Motte et Claire Rambaud? Oui, c'est ça. On est vraiment parti de ce qu'on vivait, de l'expérience, de l'empirique. Et après, on en a tiré peut-être des idées assez convaincues sur l'éducation. Vous avez aussi fondé le site Les Clés de l'école. Alors quand on offre son livre à un auteur, en général, écrit souvent une dédicace. Et moi, j'ai bien aimé la vôtre parce que voilà ce que vous avez écrit. Parce que les parents nous demandent souvent, mais comment vous faites pour passer toutes vos journées avec des ados? À bien y réfléchir, nous en avons fait un livre. Oui, parce que c'est vrai que parfois les parents nous disent mais comment vous faites en fait toute la journée? Nous on en a 2 à la maison et on s'en sort pas. Vous en avez une trentaine et puis on dirait que ça se passe bien. Et donc effectivement on s'est posé la question, on s'est dit mais finalement pourquoi est-ce que ça se passe bien? On y a réfléchi et voilà, on a essayé de remettre tout ça un peu au clair, de faire le parallèle aussi avec nos vies de maman puisqu'on a les ados à la maison aussi. Et voilà, ça donne ce livre. Nous sommes aussi en ligne avec Jean-Luc Aubert, psychologue à Nancy. Bonjour Jean-Luc Aubert. Bonjour. Vous êtes spécialiste des adolescents, vous avez créé une chaîne YouTube, Question de Psy. Et puis en fin d'émission, on retrouvera comme chaque semaine la chronique d'Ibrahima Giroud à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, il collabore à l'UNICEF. Et aujourd'hui, une question bien à propos, jusqu'où protéger son enfant comme son bien le plus précieux? Voilà. Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner, notre compte WhatsApp, je vous le redonne. Surtout, les voisins et les voisines, n'hésitez pas à le rentrer dans vos contacts de téléphone pour qu'on puisse vous envoyer nos sujets chaque jour. 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez nous appeler gratuitement, anonymement. 33 7 64 45 51 41. Vous nous faites part de toutes vos difficultés avec vos adolescents. 7 milliards de voisins. Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins. Mais tout de suite, écoutez ce que vit Marie, une mère d'adolescent en région parisienne. Avec sa fille de 17 ans, tout se passe bien. Mais avec Paul, 15 ans, en classe de seconde, elle est à bout. Elle s'est confiée à Charlie Dupiot. Ça a commencé à être difficile dès l'âge de 13 ans. C'est un petit peu tôt, j'avoue qu'il était un petit peu précoce. Je m'en suis rendu compte un jour où à 5h du matin, la porte est ouverte et j'ai cru que c'était un cambriolage et je me suis rendu compte que c'était mon fils qui avait passé la nuit dehors à 13 ans. Et là, le monde s'est un peu écroulé car je m'en doutais pas du tout. Il se retrouvait entre jeunes de cet âge-là chez une amie. Il s'est pris tout de suite pour un adulte et pour quelqu'un finalement qui n'avait plus besoin ni d'autorité ni de cadre. Il a découvert ce que c'était que la liberté. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu compliqué. Parce qu'à partir de ce jour-là, ça s'est reproduit pas mal de fois. Et j'avais plus aucun moyen finalement de le retenir. Alors à part barricader la porte, mais enfin on peut pas les attacher à l'intérieur de la maison. Alors bien évidemment les portes claquent. Il lui est arrivé de partir aussi, de claquer la porte et de ne pas revenir avant plusieurs heures. Ça c'est en général quand c'est un non à quelque chose qu'il demande. Et là il n'y a plus de dialogue possible du tout à ce moment-là. Pourquoi par exemple? Téléphone. Sortie. Toujours les mêmes sujets. Téléphone, sortie. Vous prenez un téléphone à un ado, c'est... vous prenez un steak dans la gueule d'un lion. C'est aussi dangereux que ça. Alors, je vous dis ça, nous sommes en progrès. Hier soir, j'ai réussi. Je lui ai dit qu'à partir de 10h du soir, le téléphone allait dans la cuisine.
en charge bien évidemment. Alors on a l'excuse habituelle des ados qui est le réveil et le fait de le charger. Donc il est chargé et le réveil, c'est moi qui fais le réveil. Mais j'ai réussi, mais à chaque jour ça peine. Paul était très accro à sa PlayStation, je l'avais confisqué plusieurs fois, caché plusieurs fois dans mes placards, à la cave, etc. Même la nuit, il revenait la chercher avec la lumière de son téléphone. Il avait encore réussi à la trouver à 2h du matin. Je l'ai trouvé en train de jouer alors qu'on était après la rentrée scolaire. Et je l'ai prise et je l'ai laissée tomber au sol pour que cette PlayStation ne fonctionne plus. Il a été très surpris par ma réaction parce que je suis allée jusqu'au bout. Et depuis, je suis beaucoup plus crédible à ses yeux, puisqu'il a peur maintenant pour son téléphone, que son téléphone suive le même chemin que sa PlayStation. Vous étiez en colère à ce moment-là ? Non, déterminé. Parce qu'en fait, c'est un combat. On est face à face et il va essayer de gagner toujours jusqu'au bout par l'épuisement, par la négociation. Je l'aime beaucoup, bien évidemment, et je lui explique toujours que si je fais ça, c'est pour son bien, qu'il ne se rend pas compte maintenant, qu'il s'en rendra compte plus tard. Donc maintenant, il n'y a plus de PlayStation à la maison, plus de jeux vidéo. Il n'y a plus de PlayStation à la maison. Voilà. Donc je suis seule face à lui, son papa habite très loin, donc il ne le voit pas souvent, et je me suis sentie effectivement très très seule. C'est pas un délinquant, donc on va pas aller voir les services sociaux, il a vu un psy, mais encore faut-il qu'il veuille bien y aller. On a eu la même chose et les mêmes problèmes avec les professeurs, c'est-à-dire il a changé d'établissement 3 fois en 2 ans. À côté de ça, c'est un enfant qui, quand il va à droite à gauche, est invité. Tout le monde me dit mais c'est un ange, il est bien élevé, tout va bien, etc. Donc le rôle de maman d'ado n'est pas très glamour du tout. Quels mots vous avez pu entendre de lui, puisqu'on parle de dialogue et de paroles, qui ont été les plus difficiles à entendre ? J'ai eu des insultes. J'ai eu au téléphone quand je lui disais tu m'avais dit minuit et maintenant il est minuit 20 ou minuit 30, il faut que tu rentres. J'ai eu des j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, salut, je rentrerai quand je veux. Avec le téléphone qui tout d'un coup était déconnecté. Donc imaginez les heures qui suivent. Des je t'aime pas évidemment, alors ça, des je te déteste à l'appel. Et vous, est-ce qu'il y a des mots que vous avez employés que vous regrettez, que vous avez pu regretter ? Je regrette parfois quand je lui dis s'il continue comme ça, il n'arrivera jamais à rien. Et je me dis que ça le rabaisse peut-être, mais ouais, je devrais pas le dire comme ça. Alors j'ai essayé l'empathie de sa part, ça marche pas du tout. Pas du tout. Je lui dis, bah toi, quand tu auras des enfants, imagine, tu feras quoi ? Tu ferais comme moi ? Ou imagine ce que je ressens quand tu sors et que tu coupes et qu'on ne sait pas où tu es. Et là, il rentre dans la provocation en disant, bah ouais, justement, je le fais exprès. Texto, j'ai envie de te faire mal et j'ai envie de me venger puisque tu m'as pas laissé faire ce que je voulais. Donc c'est de ta faute. Alors aujourd'hui, Paul, si je lui dis de rentrer à minuit, alors il va rentrer à minuit 10, mais il va rentrer. Voilà, donc on a vraiment beaucoup progressé. Et ça, comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il grandit et je ne lâche pas et il voit que je ne lâche pas. On en reparlera, j'espère, en souriant et en riant de cet épisode un petit peu difficile passé. Et après, il y a le temps, on dit toujours. Il paraît que quand ils ont 19-20 ans, ça passe. Donc dans 4-5 ans. Ouais, un jour à la fois. Un jour à la fois. On regarde pas trop loin. Beaucoup de parents peuvent se reconnaître dans le témoignage de cette mère de famille. Jean-Luc Aubert, vous qui êtes psychologue, comment vous décodez cet amour-haine entre cette maman et cet adolescent pas facile à vivre en ce moment ? Ah oui, là, on a un résumé de tout ce que j'entends, moi, en consultation. Là, avec ce témoignage-là, on a à peu près tout le panel des réactions des uns et des autres dans cette situation-là. Alors, il faut savoir, d'abord, pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir pourquoi il y a l'adolescence. L'adolescence, elle est due à une pulsion. C'est l'émergence de la pulsion sexuelle qui va pousser l'adolescent à aller vers l'extérieur, à chercher un partenaire sexuel, pas tout de suite, bien évidemment, mais c'est cette pulsion-là qui, naturellement, et heureusement qu'elle existe parce qu'elle permet la survie de l'espèce, et qui va le pousser à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres. Alors forcément, cette tentation à aller vers les autres, cette poussée à aller vers les autres, crée des conflits avec le parent.
D'autant que lui, alors là aussi, ça crée un autre problème, c'est-à-dire que l'adolescent, il est en voie de transition, il est entre l'enfance et l'âge adulte. Donc il est mal dans sa peau au sens propre du terme, au sens physiologique et au sens psychologique du terme. Ça le rend anxieux. Tous les adolescents le sont, certains le sont plus que d'autres, mais dans le même temps, le parent, lui aussi, qui voit son petit garçon ou sa petite fille grandir, ça le rend anxieux aussi, il comprend plus, et ça crée ce que j'appelle un phénomène d'angoisse interactive interférente, c'est-à-dire qu'à l'angoisse de l'adolescent répond l'angoisse du parent, et ça crée justement ce conflit-là. Si l'un des deux était rassuré, le dialogue serait possible, mais comme les deux sont anxieux pour des raisons différentes, forcément, ça crée ces crises, quelquefois un petit peu violentes, que l'on voit ici et là. Ouais. Il se prend pour un adulte, hein, c'est ce que disait cette maman. Angélique Motte et Claire Rimbaud. Alors vous n'êtes pas psychologue, vous êtes enseignante, et je trouve que c'est très intéressant parce que vous, les enseignants, à la différence du psychologue Jean-Luc Aubert, c'est que vous voyez les adolescents évoluer dans leur groupe, c'est-à-dire le groupe classe, contrairement aux psychologues qui voient l'adolescent seul ou avec ses parents. Et vous les voyez probablement un peu différents. Je vous ai vu hausser les yeux au ciel pendant tout le long du témoignage de cette maman. Le témoignage était bien... Vous étiez en terrain connu, là. Hein, oui, alors... En terrain connu, je veux dire. Oui. Alors, moi, j'ai surtout envie d'applaudir cette maman et de la prendre dans mes bras. Un peu pour sa lucidité, c'est ça, son extrême lucidité, et surtout parce que elle ne lâche rien, et que nous, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait avec nos élèves, et qu'une maman qui ne lâche rien, petit à petit, elle y arrive, et je suis heureuse de voir pour elle et pour son fils que il y a une lumière qui est là et que ça va mieux. Ouais. Voilà. En même temps, vous dites dans votre livre toutes les deux, Angélique et Claire, l'objectif c'est de gagner la guerre et pas toutes les batailles. On est d'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que l'écran, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'il y a l'adolescent classique, que nous étions, et aujourd'hui, il y a les écrans. Et c'est une nouvelle donne et un combat, comme le dit la maman. Oui, sur la base des transformations physiologiques que nous expliquait Jean-Luc Aubert, il y a effectivement cette donne sociologique, en plus de la transformation physiologique. Un message de Victor Emmanuel qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous dit c'est pas évident de s'adresser aux jeunes frères, donc ça doit être un grand frère, mais je pense qu'il faut se souvenir que nous étions comme eux à un moment donné. Est-ce que les adolescents sont vraiment différents aujourd'hui du fait de tout ce qui est arrivé avec les nouvelles technologies, Claire Rimbaud? Oui, c'est vraiment une nouvelle donne. Et ça ne modifie pas leur appartenance à ce groupe, à cette période de la vie qui est une période de transition, mais c'est quand même une nouvelle carte dans le jeu, et on peut plus faire semblant, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Nous, on le voit dans nos classes aussi, parce que c'est quand même leur sujet de conversation essentiel. Moi, ce matin, je suis montée avec des élèves de 6e et il était question des nouvelles connexions à Rocket League sur Fortnite et compagnie, et tous parlent de ça. Donc c'est très très présent. Vous pouvez décoder là Non, alors Fortnite c'est notre ennemi, c'est-à-dire que c'est ce jeu extrêmement prenant auquel tous les ados jouent, beaucoup les garçons, mais certaines jeunes filles aussi, qui est un jeu qui a quand même des avantages parce qu'effectivement il leur permet de jouer en réseau et de parler avec leurs copains, et voilà. Donc là, depuis 2-3 jours, il se passe quelque chose avec un autre jeu qui permet de se connecter. Enfin, c'est très étrange, mais visiblement c'est un événement intersidéral pour nos adolescents, et ils en parlent, et c'est leur préoccupation majeure de la journée. Donc on peut pas faire comme si ça ne comptait pas. C'est important pour eux, et je pense qu'effectivement, il faut trouver la juste dose, parce que les en priver totalement, je pense que c'est un leurre, mais trouver la juste dose pour éviter d'en arriver comme cette maman qui finit par dire c'est terminé, et qui lâche la console pour qu'elle se casse sur le sol. Et voilà, on est parfois obligé d'en arriver là, de dire terminé. C'est vécu vraiment comme un pacte d'agression là, pour le coup, enfin comme un acte d'agression. Oui, mais parfois il faut avoir le courage de faire ce genre d'acte avec nos adolescents. Vraiment de dire stop. Moi, je l'ai vécu à la maison. Il y a eu un jour où ça a été terminé. Voilà. Une question avant qu'on poursuive sur les écrans, parce que c'est quand même le sujet aujourd'hui, et puis les sorties. Quelle est la tranche d'âge des adolescents, demande Edem, qui est à Lomé au Togo, Jean-Luc Aubert. Cette tranche d'âge, est-ce qu'elle s'est allongée d'ailleurs ou pas, par rapport à vos explications sur les transformations physiologiques?
Ouais, c'est-à-dire que au moment de Freud, à l'époque de Freud en particulier, on parlait pas de l'adolescence. Pourquoi ? Simplement parce que on passait de l'enfance à l'âge adulte quasiment, dans la mesure où on passait très vite au stade du travail. Oui. Et la même chose pour les sociétés traditionnelles où il y avait un rite de passage de quelques semaines et on passait de l'enfance à l'âge adulte aussi. Absolument. L'adolescence, c'est un phénomène très socio-culturel et économique à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, là, si on parle de l'enfance, on en parle, j'allais dire, depuis le milieu du XXe siècle, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, est-ce que ça s'est allongé ? Oui, si l'on veut. Sur le plan physiologique, on est à peu près dans les mêmes termes. Effectivement, l'immixtion des réseaux sociaux a posé un problème. Mais je voudrais revenir un instant justement sur le pourquoi c'est compliqué avec le portable. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas eu d'éducation au portable. Il y a une immixtion du portable dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, ce qui s'est passé il y a 15-20 ans à peu près, et encore il y a 15-20 ans il y avait très très peu de portables, et justement il n'y a pas eu d'éducation, et c'est pour ça que tout le monde est débordé. À partir du moment... à partir d'aujourd'hui, si j'ose ainsi m'exprimer, ce sera un peu plus facile dans la mesure où ce sera rentré dans les mœurs et qu'il y aura une éducation et qu'on pourra éduquer les tout petits au portable. Et à ce moment-là, ce sera plus facile à gérer. Là, il y a complexifié les choses. Oui, encore faut-il aussi éduquer les parents, nous dit Angélique Motte. Il faut qu'ils donnent l'exemple moi aussi. y compris. Oui. Qu'est-ce qui doit être, à la lumière de vos expériences, Angélique Motte et Claire Rimbaud, qu'est-ce qui doit être non négociable ? Qu'est-ce qui doit faire partie du règlement intérieur de la famille et de la maison, puisque vous êtes partie du règlement intérieur de l'établissement pour vous en inspirer à la maison? Oui, alors moi je pense que c'est vraiment propre à chaque famille, à chaque culture et à chaque parent de décider avec leurs ados. Généralement, c'est assez intéressant de l'établir avec eux. Un règlement intérieur de la famille à décider en démocratie. Exactement, de savoir. Oui, c'est une génération quand même qui supporte de moins en moins l'autorité verticale. C'est une génération qui quand même a appris à parler, à dire ce qu'il pensait. On les élève comme ça, c'est tant mieux. Mais du coup, on peut pas tout à coup décréter des dictates sans eux, sauf. Et l'école va dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans le dialogue avec leurs élèves pour justement établir des règles. Pourquoi est-ce que là, ce cours-là ne se passe pas bien ? Les enfants sont tout à fait capables de dire, en fait, on n'avait pas fait nos exercices, donc la correction a pris beaucoup de temps. Ou bien on avait envie de discuter de ça, puis du coup on a fait passer des petits papiers. Enfin, ils sont très lucides sur ce qui ne va pas et on peut construire des règles avec eux. Et d'ailleurs, les règlements de vie de classe sont très souvent construits en classe avec les élèves. Ouais, c'est ça. Après, on affiche les règles de la vie de classe et on peut faire les mêmes choses à la maison. Alors pour cette histoire de portable aussi, enfin moi je mettrais quand même une condition, c'est celle du sommeil. Je pense qu'effectivement les écrans doivent permettre le sommeil. Nos adolescents, ils ont besoin de dormir à des heures raisonnables. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en place, de réfléchir sur cette question du sommeil. À partir de quelle heure, et la maman le dit, à 22h dans le témoignage au début, la maman le dit, à un moment, il n'y a plus d'écran et voilà, ça peut être un point de départ. Donc ça, on explique, c'est pour la santé, c'est pour la capacité à apprendre, pour que le cerveau se régénère la nuit. Exactement. Il faut expliquer ça à l'adolescent. Oui, il faut l'expliquer parce que les adolescents, si on leur montre, ils sont bien capables de le voir. C'est-à-dire qu'un portable d'adolescent, vous le laissez à côté de vous, vous allez voir un nombre de notifications qui est absolument débordante et même à 3h du matin. Et donc, il y a leur cerveau qui reste en permanence comme ça, comme à moitié allumé, probablement, pour capter attiré par cette attention-là. Donc non, il faut absolument le sortir. Mais de la même manière, nous, on a un panier. Je pense que le panier, il doit être dehors pour tout le monde, parents tous les soirs. Tous les soirs. Ouais. Ouais. Et donc, le prétexte du réveil, on peut réveiller soi-même ces adolescents. Et puis, il y a un petit appareil formidable qui s'appelle le réveil. Qui se trouve. Une question de Marie, qui est à Port-au-Prince, en Haïti. Mon fils a 14 ans, il travaillait très bien à l'école primaire. Depuis qu'il est arrivé au secondaire, il ne travaille plus. Il devient un peu arrogant, il ne m'écoute plus. Il fait souvent ce que j'interdis de faire. Il se rebelle. Je n'en peux plus. On a beaucoup de cas comme ça, d'enfants qui travaillaient bien. L'adolescence est aussi une période où les notes vont dégringoler et ça va avec les problèmes de comportement. Alors, je peux intervenir ? Oui, bien sûr, Jean-Luc Aubert.
Oui, c'est quelque chose que j'observe assez régulièrement. On le comprend à travers ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que la pulsion sexuelle, le fait qu'il soit poussé vers l'extérieur, la recherche du partenaire sexuel, mais enfin d'abord des copains et ensuite du partenaire sexuel, alors par ailleurs ça rajoute à ça les problèmes physiologiques et psychologiques qui mobilisent beaucoup d'énergie. Et c'est autant d'énergie qui est mobilisée dans ce secteur-là, au détriment de ce que j'appelle moi la pulsion épistémophilique que je décris dans une de mes chroniques, c'est-à-dire la pulsion qui pousse à découvrir, la pulsion qui pousse à apprendre. Et forcément, à ce moment-là, il y a ce conflit entre ces deux pulsions-là, ce qui fait que l'adolescent est plus attiré vers l'extérieur, vers les copains, vers les plaisirs, que vers le savoir. Donc, d'où ce fléchissement scolaire qu'on observe assez régulièrement chez tous les adolescents, enfin chez à peu près tous les adolescents. Alors plus ou moins, c'est plus ou moins marqué en fonction de l'histoire des uns et des autres. Alors, mais c'est véritablement parce qu'il y a un conflit comme ça à l'intérieur et que l'énergie est mobilisée vers un secteur bien particulier au détriment d'une autre qui est celle d'apprendre, de savoir. Oui, puis il y a un autre phénomène en plus de ces phénomènes quand même physiologiques et hormonaux. Voilà, c'est qu'ils passent, ils ont un seul maître ou une seule maîtresse. Ils ont généralement un lien assez affectif finalement au primaire. Au collège, ils arrivent, ils ont 10, 11, 12 enseignants. À chacun d'entre eux, il va falloir apprendre à tisser un nouveau lien, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle démarche. Tout ça, c'est compliqué aussi à mettre en place pour eux. Alors vous dites dans votre livre, il faut parler d'autre chose avec ces enfants que des notes et pas tout le temps dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, quelle note tu as eu. Moi, je trouve quand même que venant de profs, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que les profs, vous êtes obnubilés par les notes, par les résultats scolaires. À un moment donné, pour le passage dans la classe supérieure, pour l'orientation, le coup près qui décide du destin des enfants, c'est bien les notes, c'est bien les résultats scolaires. Alors, disons que l'éducation nationale est encore un peu là-dedans, mais les choses évoluent quand même. On commence à évaluer par compétences, on essaye de travailler un peu différemment. Et alors, en tout cas, toutes les deux, on est vraiment persuadés qu'on pourrait faire travailler nos classes, faire apprendre des choses à nos élèves sans les notes. Voilà, moi je le dis sans arrêt à mes élèves et finalement ils finissent par l'entendre, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour la note. Concrètement, comment on fait à la maison pour parler d'autre chose que des résultats scolaires avec son enfant, surtout quand les résultats scolaires ne sont pas au rendez-vous, comme c'est le cas de Marie à Port-au-Prince? On s'intéresse vraiment à ce qu'ils apprennent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent à l'école. Je pense que résumer 8 heures de cours exemple à de questions, une note, exemple de questions à leur poser. Qu'est-ce qui t'a surpris aujourd'hui? Je sais pas moi. Oui, nous on raconte un bon moment. Tous les soirs ou un soir sur deux. Parce ou un mauvais moment d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a énervé aujourd'hui, qui t'a déçu, qui t'a gêné aux entournures? Voilà, il s'agit de partager une vie de tous les jours. Je donne l'exemple dans le livre, mais vous ne demandez pas tous les jours à votre conjoint combien il a gagné. Enfin, résumer sa vie à son salaire, c'est quand même... Et en fait, en faisant ça, les notes, en somnibulant sur les notes, c'est ce qu'on fait à nos enfants. Ouais, c'est une pression monstrueuse, c'est pas possible. C'est une bonne comparaison, vous nous avez convaincus sur ce point. Allez, appelez-nous les voisins et les voisines pour nous poser vos questions, pour nous parler des difficultés avec vos adolescents, en gros de 13 ans à 18 ans. Oui, c'est assez long comme période. Notre WhatsApp 33 7 64 45 51 41. On a plusieurs auditeurs qui veulent vous questionner sur le sujet de la sexualité. On en parle juste après le mauvais garçon Mokaskai qui sait d'ailleurs comment parler aux ados. Je suis encore un homme de plus de 15 piges. Je vis dans la tête et je vois des grands qui esquivent les tiges. J'entends partout parler de crise d'adolescence. Mais je crois que je suis en plein dedans depuis que je crame des jerrycans d'essence. Moi, ma famille, c'est à peine si je les vois. Quand je rentre de l'école, je ressors direct, je m'en tape des devoirs. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec mes potes, squatter les halls ou assis sur un banc à parler de petites culottes. À parler de toutes les victimes qu'on la carotte. À parler de la dernière fois où on a fait ce qui les menottes. Mais ouais, tu vois, c'est eux ma vraie famille. Pas mes darons qui comprennent rien et qui ne valent même pas une bille. Et tout ce qu'ils savent, c'est me saouler avec mes notes. Mais je m'en tape de la school et tous ces gars qui faillotent, grave. Ce que je veux, moi, c'est faire comme les grands, me taper pour mon territoire et me sentir tout puissant. Moi, je vois rien, j'écoute rien, je fais tout ce dont j'ai envie. Je suis assez grand pour savoir ce que je veux faire ma propre vie. Je suis ado, pas un gamin, j'ai pas besoin d'être assisté. Les remontrances ne servent à rien, alors pourquoi insister? Moi, je vois rien, j'écoute rien, je fais tout ce dont j'ai envie. Je suis assez grand pour savoir ce que je veux faire ma propre vie. Toi et ta chance, je t'écoute pas, ça me fait mal au cerveau. Tu pourras me dire ce que tu veux, bon, au final, c'est ça faux. Je pense que je suis juste un jeune, comme les autres. On a tous fait des conneries, on a tous fait des fautes. J'ai la panoplie parfaite pour me défendre en cas de bagarre. Un extinct et un couteau, certains de mes potes ont même des barres. Quand on n'a rien à faire, la destination c'est Paname. Le Trocadéro ou les champs, là-bas on sait qu'on va banane. Pendant les manifs, avec mes potes on fout le bordel. On casse des bouches et des vitrines sans que les clubs nous interpellent. Nos tactiques, écharpe et cagoule pour pas se faire crier. Y'a plus
pas les steaks du mec qu'on a laissé par terre inanimé. Pour faire de la maille, on fait souvent des tombées de camion. Quand c'est la misère, on arrondit en cravant du chichon. Je compte pas sur mes darons, je me suis fait mon propre négoce. Moi dans le décart, j'ai plus de honteux, je suis mon propre boss. Moi je vois rien, j'écoute rien, je fais tout ce dont j'ai envie. Je suis assez grand pour savoir ce que je peux faire ma propre vie. Je suis ado, pas un gamin, j'ai pas besoin d'être assisté. Les remontrances ne servent à rien, alors pourquoi insister? Moi je vois rien, j'écoute rien, je fais tout ce dont j'ai envie. Je suis assez grand pour savoir ce que je peux faire ma propre vie. Toi et ta science, je t'écoute pas, ça me fait mal au cerveau. Tu pourras me dire ce que tu veux, moi au final, je trouve ça faux. Au fur et à mesure que t'as grandi. Comment rétablir le dialogue avec vos adolescents? On est en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. On en discute avec Jean-Luc Aubert, psychologue, et puis Angélique Motte et Claire Rimbaud, 2 enseignantes en collège, lycée. Vous publiez Recettes presque imparables pour dialoguer avec son ado quand il lève la tête de son écran. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils très pratiques, hérités finalement de vos pratiques en salle de classe, puisque les parents vous demandent mais comment vous faites pour passer toutes vos journées avec des adolescents? Oui, on survit même avec le masque en salle de classe. Vous nous disiez pendant qu'on passait la chanson de Mokaskai, mais en fait s'intéresser à la musique qu'écoutent les adolescents, ça peut être un effort à faire de la part des adultes, si c'est pas les mêmes choix musicaux d'ailleurs, mais c'est extrêmement important. Ah oui, l'idée c'est de pouvoir échanger avec eux, de parler d'autre chose que des notes et de tout ce qui va pas trop. Et effectivement, avec la musique, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont parlé des textes. Ils ont un univers musical qui est pas toujours le nôtre, mais effectivement, accepter d'écouter pendant un trajet en voiture ou juste dans le canapé tous les deux une chanson qui leur plaît. S'intéresser un petit peu à ce qu'ils écoutent, parler du texte, parler de l'interprète, qui il est ce qu'on sait des choses de lui, comment il en est arrivé là, enfin voilà. Et puis dans l'autre sens aussi, partager nos goûts musicaux à nous, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui finalement ont plaisir aussi. Alors ça râle un peu, mais moi ça m'arrive de mettre Barbara dans mes salles de classe. Alors au départ ils ouvrent des yeux en disant oh là là qu'est-ce qu'elle fait. Et puis finalement, on en discute, ils ont le droit de pas aimer, mais on en parle. Ouais. Je pense que la transmission, c'est très important. Je me rappelle. Dans les deux sens. Dans les ce que deux vous dites sens, d'ailleurs. Parce que vous vous êtes enrichi aussi au contact de vos élèves, exactement, de ce qu'ils vous font découvrir grâce à YouTube, etc. Exactement. Ouais. Et moi, je me rappelle un des cours il y a 15 ans où j'avais commencé en littérature comme ça, où je leur avais fait passer un texte Serge Gainsbourg. Ils ne connaissaient pas Serge Gainsbourg. J'ai failli tomber de ma chaise à l'époque. Mais du coup, ça vous m'a... n'êtes pas si vieille pourtant. C'est ça. Et donc je leur ai fait découvrir Serge Gainsbourg et ils m'ont fait découvrir leurs chanteurs, leurs auteurs, voilà. Et c'était un moment pour parler des textes autrement, pour parler de littérature autrement, à travers la chanson et en échange. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez des élèves qui sont issus d'ailleurs d'origine multiculturelle. Ça aussi, ça vous a permis. Ça c'est très intéressant aussi. Effectivement, on peut partager là-dessus et on se rend compte que ils ont plein de choses à nous apprendre, plein de choses à apporter aussi au groupe classe. Tout à l'heure, on parlait du fait que nous on les a, ils sont nombreux, ils sont tous ensemble. Se vivre ensemble aussi dans les établissements scolaires, il est sur des origines différentes, sur des habitudes de vie différentes. C'est passionnant. Alors, on file au standard. Je vais vous donner la parole, Jean-Luc Aubert, mais on a des auditeurs qui veulent vous poser des questions précises. Nous avons au téléphone Joseph qui est à Kinshasa. Non, c'est Jaurès. Jaurès à Douala. Oui, on a Jaurès à Douala au Cameroun. Bonjour Jaurès. Bonjour Manuel. Soyez le bienvenu, Jaurès. Ouais, vous avez 19 ans, donc vous êtes sorti de l'adolescence. Oui, ouais. Oui. Moi, j'ai 19 ans, alors j'ai dû gérer mon adolescence toute seule, sans l'aide de mes parents, parce que voilà, mes parents sont plutôt très occupés, et j'ai dû traverser cette étape de ma vie toute seule. Oui. Comment ça s'est passé ? Donc, quand j'essaie, par exemple, de poser des questions à mes parents par rapport à mon corps qui se développait ou des envies sexuelles que j'ai sentées et tout, pour eux, c'était que j'étais encore trop petit ou que j'étais délinquant. C'était de la délinquance juvénile, en fait. C'est-à-dire que vous n'aviez pas les réponses que vous attendiez. Oui, exactement. Et comment, alors, du coup, parce que vous avez dit, j'ai géré mon adolescence tout seul. Comment vous avez fait? Avec qui? Avec quoi, Jaurès? Vous qui êtes à peine sorti de l'adolescence. Ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai dû faire beaucoup de bêtises. J'ai dû beaucoup gaffer, mais... Qu'est-ce que vous appelez faire beaucoup de bêtises? Bon, par exemple, je suis parti de la maison à un âge, voilà, parce que je voulais être indépendant. Ouais. À quel âge? À 18 ans. Ouais.
Vous étiez encore scolarisé au lycée? Oui, j'étais encore scolarisé. Mhm. Et puis, je suis allé chez un ami avec qui on partageait une chambre. Ça n'a pas du tout été facile parce que, vous savez, au Cameroun, c'est pas facile de trouver du travail sans diplôme et autres. Donc, c'était vraiment une période très difficile parce qu'il fallait manger le matin, il fallait manger à midi, il fallait. Donc, j'étais obligé de rentrer à la maison. Et ça n'a fait que compliquer les choses parce que les parents, voilà, en fait, ça les a fait plus croire que j'étais délinquant, voilà. La rupture, le retour, le constat d'échec, tout ça, ça jouait contre vous, visiblement, pour vos parents. Oui, oui, parce que je ne communique pas trop avec mes parents. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Jaurès? Bon, aujourd'hui, je suis à la maison et voilà, avec mes parents, ça essaie d'aller, mais c'est pas trop ça, parce qu'il n'y a pas trop de communication. Donc, en fait, j'aimerais savoir comment faire pour avoir une bonne communication avec mes parents. Donc, c'est ça ma question. Oui, c'est pas une question de parents, c'est une question d'adolescents, puisque finalement, vous vivez les mêmes problèmes que les adolescents de 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Jaurès, Jean-Luc Aubert, pour... Et ce qui s'est passé avec Jaurès, justement, pour établir un bon dialogue avec son adolescent, il faut que ce dialogue se fasse au jour le jour. Là, justement, avec Jaurès, malheureusement, il s'est senti obligé de partir de chez lui. Donc la communication, le dialogue a été rompu. Et là, il est d'autant plus difficile à remettre en œuvre. Alors moi, je suggère à Jaurès, éventuellement, si lui a du mal à s'exprimer lui seul, de passer par un médiateur neutre. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille, qui peut servir d'intermédiaire pour rétablir une communication qui a été rompue. Véritablement, la question du dialogue, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, on parle du dialogue avec les adolescents, mais je crois qu'il faut savoir que ce dialogue-là, il faut qu'il existe dès la toute petite enfance, dès que l'enfant naît d'une certaine façon, de façon à ce qu'il se prolonge toute la vie. Il est bien évident que celui qui ne dialogue pas avec son parent, pas au cours de son enfance, ne dialoguera encore moins au cours de l'adolescence. Donc c'est quelque chose qui s'établit au jour le jour. Et quand le dialogue est rompu, il faut donc un médiateur... Un médiateur neutre. Et tout à l'heure, vous parliez justement d'une façon de rétablir le dialogue. Moi, je préconise le principe de Lagardère. Les professeurs de français qui sont avec vous comprendront ce que je veux dire. C'est quoi le principe de Lagardère? C'est aller vers l'adolescent. L'adolescent, naturellement, lui, il est centré vers ses propres intérêts, vers ses camarades. Il ne s'intéresse pas ou très peu à ce que fait le parent. Donc, il faut aller vers lui, s'intéresser à lui à travers des médiateurs neutres. Vous parliez tout à l'heure de l'intérêt que l'on pouvait porter à la musique, à sa musique, mais ça peut être à d'autres choses, à des jeux qu'il fait. Il faut que le parent aille vers lui avec des médiateurs neutres. Ça peut être la musique, ça peut être des jeux, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être une émission de télévision. Moi, je sais que quand j'ai une jeune fille à la maison, et il m'est arrivé avec elle de regarder Secret Story, The Voice, des émissions qui m'intéressaient pas particulièrement, mais qui l'intéressaient elle. Et à partir de ces émissions-là, on pouvait dialoguer. Et véritablement, le principe de Lagardère, c'est ça. Il faut que chacun fasse un pas. On a bien compris, Jean-Luc Aubert. Merci pour la réponse aussi pour Jaurès. Jaurès, bon courage. Il faut vraiment que vous cherchiez quelqu'un, un oncle, un cousin qui peut vous aider à retisser le fil avec vos parents. Bonne journée à Douala. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour poser des questions. Qui on prend? Yirika, qui est à Brazzaville, au Congo. Brazzaville. Bonjour, Yirika. Bonjour Emmanuel, bonjour auditeur de RFI, bonjour de Brazzaville. Vous êtes parent d'adolescents de 18 ans, de 13 ans, des garçons. Vous avez une question à poser. Et ma question est la suivante. J'aimerais poser la question à votre invité, mais à quel moment et à quelle période de la vie, à quel moment de l'adolescence on peut juster des questions de sexualité aux enfants, aux ados, par exemple? La première question c'est là, parce que moi-même, je n'ai pas eu cette chance, voyez-vous. Depuis mon enfance, jusqu'à un certain âge, je n'ai pas eu cette chance d'avoir ce dialogue avec mes parents. Et quand d'abord les parents disent séparés, je n'ai pas eu cette opportunité. Alors actuellement, avec les miens, c'est ça, mes 3 enfants,
Le premier qui a 18 ans, le deuxième qui a 13 ans. Sur la question de la sexualité, on a bien compris, Erika. Jean-Luc Aubert, une réponse rapide parce que beaucoup d'autres questions arrivent sur mon écran. Même chose que précédemment, il faut le faire le plus tôt possible, si possible avant l'adolescence et de très loin. Y compris sur la sexualité, donc. Si ça n'a pas été fait auparavant, trouver un médiateur neutre, c'est-à-dire un livre, un ouvrage, quelque chose justement qui va permettre de parler de ça tranquillement à travers un médiateur neutre. Concrètement, à partir de quel âge on parle de sexualité avec ses enfants ? Dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant commence à poser des questions, parce que des 3 à 4 ans, il va poser des questions dans ce domaine-là. Et on va en parler très simplement, très tranquillement, de la façon la plus neutre possible, de façon à ce que justement il soit préparé à cela dès le plus jeune âge. Alfrinck est en ligne avec nous. Je vous rappelle notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Alfrinck, vous nous appelez de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Alfrinck. Bonjour Emmanuel, bonjour les amis de RFI, bonjour 7 milliards de voisins. Votre question concerne votre fille de 14 ans. Oui Emmanuel, j'ai ma fille qui a 14 ans. Seulement elle est entourée d'une catégorie de copines, donc les parents mettent un peu plus les moyens financiers en jeu pour gâter leurs enfants. Et souvent c'est des petites fêtes, ils louent des appartements, faire des fêtes à la piscine et autres. Comme je ne suis pas là, ça m'inquiète un peu maintenant. Vous voulez dire trop de moyens financiers déployés pour les loisirs de ces enfants ? Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous craignez en fait ? Moi, je crains que ça devienne comme une drogue pour l'enfant. Qu'il soit dans le plaisir, dans l'amusement et plus dans l'apprentissage. Oui, dans l'apprentissage et puis... elle peut devenir, quand les parents ne sont pas là, fouiller dans le sac de maman, fouiller dans les poches de papa. Donc, je crains, donc j'aimerais savoir si vous avez quelques conseils à m'apporter sur cela. Vous posez la question des sorties, en fait, pour un enfant qui est mineur, 14 ans. Là, on peut plus vous répondre peut-être en tant que maman qu'en tant qu'enseignante, finalement, parce qu'on n'est plus du tout dans la sphère scolaire, pardon. En tant que maman, moi, je pense que 14 ans, effectivement, se retrouver dans un appartement sans parents, c'est trop tôt. Voilà, je pense qu'il faut juste savoir dire, sans adulte en tout cas. Oui, sans adulte. Oui, sans adulte. Après, effectivement, on peut discuter avec les parents des enfants chez qui les nôtres vont. On peut, je pense que ça se fait aussi. C'est toujours la même idée. Ça se fait dans le dialogue. À partir du moment où on sait où ils sont, pourquoi ils y sont, si les autres parents sont là, ou qu'en tout cas les autres parents savent que les enfants sont tout seuls chez eux. Voilà, pas hésiter à se mettre en relation avec les autres parents, à discuter de tout ça avec d'autres parents. On a beaucoup de questions de parents qui disent « Je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, je suis très pris par mon travail ». Alphonse est à Cotonou, au Bénin, il a un fils de 13 ans. Il nous dit quand il doit apprendre une leçon, il traîne pour l'apprendre. Il a redoublé sa 6e. Mon enfant n'écoute pas mes conseils. J'ai du mal et en plus, je ne suis là que les week-ends. C'est un cas de figure qu'on retrouve très fréquemment. Tout le monde n'a pas la chance d'être enseignant avec du temps pour corriger ses copies chez soi et pour avoir ses enfants à l'œil en même temps. Oui. Sans arrière-pensée. Non, vous avez entièrement raison. C'est vrai. On sait que c'est une chance pour nous, effectivement, d'être à la maison. Et moi, je le dis à mes enfants parfois, quand il faut 1h30 pour faire les devoirs, je leur dis, mais vous savez, vous avez des copains dont les parents vont rentrer à 19h30 et où on pourra pas les aider. Donc, je pense que on doit pouvoir faire le point chaque week-end au minimum. Effectivement, ça c'est nécessaire. Et puis après, peut-être essayer de se tourner vers des structures qui permettent l'accompagnement des enfants quand les parents peuvent pas, que les enfants soient pas trop seuls, en tout cas peut-être pas tous les soirs, mais qu'il y ait 1 ou 2 fois par semaine. Il y a des études dans les établissements, se regrouper avec une maman qui puisse être là et qui surveille un petit groupe, de créer des mini-études finalement avec des amis d'enfants. Jean-Luc Aubert, pour parler du travail scolaire, comment on fait ? C'est un sujet de conflit permanent. Il faut savoir que l'enfant ou l'adolescent n'est pas qu'un élève. Vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment du sortir de l'école, on ne va pas lui sauter tout de suite en lui demandant comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé. Donc effectivement, on va essayer de sortir de cela tranquillement. Il faut savoir malgré tout qu'il y a des enfants il y a un fléchissement scolaire chez beaucoup d'adolescents, c'est vrai, mais il y a aussi des enfants ou des adolescents pour lesquels l'école, ça ne fonctionne pas du tout. Ils ne sont pas du tout en adéquation avec l'école.
et malgré tout, et surtout, j'allais dire, avec ces enfants-là, il faut conserver une bonne relation affective, de façon à ce qu'ils aient toujours confiance en leurs parents, pour qu'ils aient aussi confiance dans la société ultérieurement. Qu'on ne leur enlève pas cet outil-là, qui leur sera indispensable dans la vie professionnelle, avoir confiance dans l'autre. C'est-à-dire que si on est toujours en conflit permanent avec son enfant ou son adolescent sur l'école, ça crée un climat de défiance, et le climat de défiance, il est totalement opposé au climat de confiance dont on a besoin pour le dialogue précisément. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Jean-Luc Aubert, psychologue, et merci à vous Angélique Motte, Claire Rimbaud. Recette presque imparable pour dialoguer avec son ado. C'est paru chez Flammarion. Merci pour vos réponses, pour vos conseils. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Giroux à Dakar. Jusqu'où protéger son enfant comme son bien le plus précieux. Et puis merci à vous tous, évidemment, pour vos questions. C'est vous qui faites l'émission, vous le savez. On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et nous sommes en duplex avec le psychologue Ibrahima Giroux à Dakar qui collabore à l'UNICEF. Bonjour Ibrahima Giroux. Bonjour Emmanuel et bonjour à nos voisins et voisines. Chaque semaine dans l'émission, vous donnez des conseils et vous nous aidez aussi à réfléchir en tant qu'adultes dans nos relations avec les enfants. Aujourd'hui, une question importante que se posent beaucoup de parents. Faut-il protéger son enfant comme son bien le plus précieux ? Tout à fait, Emmanuel. On va s'inspirer des plantes qui protègent par leurs feuilles ce qui va plus tard devenir les fruits ou les légumes que nous consommons. Oui, vous êtes toujours notre jardinier psychologue préféré, Ibrahima. Donc, on va utiliser aujourd'hui le mot « humble », qui est un mot wolof, un concept qui signifie un peu couvrir, mais qui peut signifier également l'état de grossesse ou encore le fait de cacher quelque chose pour mieux la protéger. Comme vous le savez, Emmanuel, je passe des heures à observer les comportements des plantes à divers moments de la journée. Et une des choses les plus remarquables, c'est comment les feuilles s'entrelacent et se séparent et modifient à différents moments l'allure même et la forme des plantes. Oui, ça c'est vrai, on l'a tous observé. Quel rapport finalement avec la façon dont les enfants interagissent avec leurs parents ? Nous sommes tous fiers, Emmanuel, de montrer ce que nos bébés savent faire, ce que nos jeunes enfants savent faire, par exemple, avec nos téléphones portables, nos smartphones, ou comme on les appelle. Mais à force de faire de la sorte, les parents finissent par installer ou
par renforcer l'extraversion même chez leurs enfants, sans que cela ne soit a priori l'orientation naturelle que ces enfants auraient prise. Le parent adopte très vite une attitude un peu fusionnelle quand les gens le flattent ou le complimentent sur son enfant, car le parent lui-même prend le compliment pour lui et non pas pour le bébé. Et à partir de ce moment, il commence potentiellement à faire fausse route dans l'éducation de son enfant, en passant de la fusion, comme on vient de dire, à la confusion un peu entre les deux êtres. Et c'est aussi ce qui se passe quand on critique votre enfant et que vous prenez mal cette critique-là pour vous. Le processus est le même. Donc le parent devient possessif avec son enfant, avec les conséquences négatives que nous connaissons malheureusement. Et vous faisiez ce parallèle avec les plantes tout à l'heure ? Tout à fait. Les plantes nous enseignent l'attitude positive et créative qui peut aider à ce que nos enfants grandissent sans que cela ne coûte aux parents. En s'entrelaçant et en se refermant, les feuilles agissent comme des mains qui assurent la survie de ce qui doit donner demain des fruits. Elles assurent en même temps la survie de la plante et de l'espèce même. Mais les feuilles adoptent ce comportement sans aucune congratulation derrière, on l'imagine. Exactement, elles n'attendent pas de félicitations, les plantes. Elles n'attendent pas de félicitations. Quand le parent comprend qu'il est l'acteur le plus important pour le développement de son enfant, très loin devant l'ensemble des services de l'État, il comprend alors que nul ne peut le remplacer. Il comprend enfin l'impact de son inaction également, ainsi que les conséquences importantes s'il n'agit pas de manière mûrement réfléchie. Mais attention, agir mûrement ne rime pas nécessairement avec perfection, on l'a déjà dit, et être irremplaçable ne signifie pas être indispensable. Le parent qui comprend tout cela donne le meilleur de lui-même à son enfant, comme un grand cadeau que l'on donne, on le fait sans rien attendre en retour. Donc, vu qu'il le fait sans rien attendre en retour, cela ne lui coûte pas et ne coûte pas à l'enfant non plus. Donc les risques de forcer une orientation particulière, voire hasardeuse à son enfant, sont de ce fait limités et cela fait que l'enfant a plus de chances de se développer de manière harmonieuse. Donc Ibrahima Giroux, les recettes pour ne pas exposer son enfant consistent à le traiter comme une personne différente de soi et pas comme le prolongement de sa propre personne. Et parfois les parents, vous le disiez, ont l'impression que c'est leur propre enfant qui va les rendre fiers eux-mêmes. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui peut expliquer le comportement fusionnel de certains parents et pas d'autres ? Disons, Emmanuel, on entend beaucoup ça, que nos enfants sont notre prolongement naturel. Donc, il y a un côté gentil dans ça, mais il y a également un côté qui peut poser problème, c'est vrai. Et il y a toujours une histoire personnelle, il y a un vécu derrière. Par exemple, un divorce douloureux suivi d'une expérience de monoparentalité peut pousser certains parents à ne trouver refuge que dans une relation fusionnelle un peu avec leur enfant. C'est une réaction qui est compréhensible, qui reflète ce qu'on peut appeler l'adolescence de la parentalité. Alors que la maturité, elle permet aux parents de protéger son enfant contre sa propre angoisse. Ouais, mais en le laissant partir vers son propre chemin. La question de la semaine, Ibrahima Giroux, à méditer pour tous les parents et les autres aussi. Comment pourrions-nous aider nos enfants à s'améliorer s'ils ont le sentiment que l'on expose leurs difficultés partout ? Ah là, vous allez vous faire des amis avec les enfants, avec les adolescents. Comment pourrions-nous aider nos enfants à s'améliorer s'ils ont le sentiment que l'on expose leurs difficultés partout ? Merci beaucoup Ibrahima Giroux, merci aux moyens techniques à Dakar de RFI Mandincan et Full Day, merci à Ibrahim Ba à la technique et on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils aux parents. Et merci à toute l'équipe, Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter bien sûr toutes nos émissions en podcast, c'est très simple. Une fois que vous avez tout téléchargé dans votre téléphone, vous n'avez plus besoin de connexion Wi-Fi pour écouter nos émissions à l'heure qui vous plaît. 7 milliards de voisins, demain, histoire de la fatigue avec l'historien Georges Vigarello. Depuis le Moyen-Âge, il répondra à la question « Avons-nous toujours été fatigués ?»
Et quant à vous les voisins, dites-nous comment est perçue la fatigue chez vous. Est-ce le signe d'une vie courageuse ou misérable? Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Bien sûr, on lira vos messages. À demain, les voisins et les voisines. Dans quelques instants, le journal sur RFI.